petite parenthèse, vous recevez plein d'articles tu vois tout de suite rédigés par l'IA en 2-2. Alors il y a eu cette époque-là l'année dernière qui arrivait très très vite, à peu près il y a un an, effectivement, quelques cabinets assez peu, ça peut être des étudiants aussi, qui écrivaient aussi vraiment générés par l'IA, ça se voyait. Donc nous on a appris à détecter ça et leur dire pousser un petit peu plus loin. Et c'est notre rôle, nous en tant que, en tout cas c'est le rôle qu'on s'attribue en tant que rédaction, d'accompagner les auteurs là-dessus en disant là vous allez trop loin, ça sent trop l'IA, arrêtez d'employer les expressions au jour d'aujourd'hui, voilà des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez pas reformuler un petit peu? Donc c'est notre rôle d'évangéliser un petit peu, de les sensibiliser au fait que c'est un peu trop gros, mais finalement pas tant que ça. On pensait être saturé de l'article IA au kilomètre, en fait pas tant que ça, parce qu'on est quand même sur un site de droit, on engage quand même son nom, tous les articles sont signés. Quand c'est un avocat, on dit qu'il est avocat, on vérifie qu'il est avocat, on dit quel barreau. Et ça s'est produit une ou deux fois au tout début de l'IA, il y a 1 an et demi, 2 ans, des gens qui disaient, parce qu'on peut commenter les articles pour interagir avec l'auteur, ils disent merci ChatGPT. On avait ce type de... Et effectivement ça ressemble, mais ça c'est fini ça. Ça maintenant les avocats sont dit ok, ah oui, donc c'est une histoire d'image. Si les gens disent ils ont la même réponse quand ils le font même sur ChatGPT, c'est que je fais pas bien mon boulot. Enchanté Christophe, très content de t'avoir. Bonjour, merci de même. Ouais, c'est vrai que je te dis enchanté, on se connaît un petit peu maintenant. Je t'ai rencontré avant votre événement sur les transfos du droit. Pour ceux qui ne connaissent pas Christophe, tu es l'un des fondateurs du Village de la Justice. Oui, je suis cofondateur. On a créé le Village de la Justice il y a un autre siècle maintenant, c'était en 1997. Donc ça commence à faire un petit peu à l'époque où on basculait du monde des CD-ROM sur le monde de l'Internet. Donc effectivement, on a un peu d'antériorité, mais le village a parcouru pas mal de chemin. Je suis cofondateur, mon associé Pierre Marcoff travaille sur la partie commerciale également. J'ai plein de questions, parce qu'il y a plein de sujets que je vais aborder. Moi, je connaissais le village parce que j'ai fait une licence de droit, donc forcément, tu es obligé d'un peu de découvrir ce site web, parce qu'à l'époque, pour moi, c'était un site internet, mais vous faites beaucoup plus de choses. L'idée de ce podcast, il est très simple. Les personnes qui nous écoutent sont des avocats qui cherchent à entreprendre au sein de leur profession, développer leur clientèle, chercher des méthodes. C'est le nom du podcast, le cheat code, c'est aller trouver un peu des techniques pour développer leur CAB ou leur clientèle personnelle. Et donc, il y a encore plein de gens qui me posent la question, est-ce que je dois écrire sur Village? Comment travailler avec Village? Comment travailler avec la presse en règle générale? On avait fait un podcast avec Ondine Delaunay qui a sur la LGA une autre encore manière de bosser avec eux, j'imagine. Et l'idée, c'est aujourd'hui que tu nous présentes un peu, toi, comment tu bosses avec des cabinets, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui génère de l'opportunité, qu'est-ce qui vous arrange, comment bien bosser aussi avec vous, parce que j'imagine qu'il y en a que vous arrivez à blacklister, pour que ça se passe bien, pour que ça génère de l'opportunité pour vous, de l'opportunité pour eux, et aussi comprendre aussi finalement le business model un peu de Village, pour que eux comprennent aussi quels sont vos intérêts et comment ça se passe. J'ai aussi envie de savoir un peu ta vie et pourquoi tu as créé tout ça et un peu l'historique. Donc, je te laisse déjà te présenter un peu en profondeur sur pourquoi vous avez fait cette plateforme, l'historique. Alors, peut-être pas faire les 20 ans, mais voilà, une idée générale. Puis derrière, j'ai plein de questions. Ok, merci. Oui, beaucoup de questions. Alors, bon, sans faire effectivement tout l'historique, les fondamentaux, je m'attarde légèrement là-dessus parce que je pense que c'est important, parce qu'on le pratique encore aujourd'hui. Quand on a créé le site, c'était une époque très peu interprofessionnelle. Chaque profession était très cloisonnée. Les médias étaient très cloisonnés, les congrès étaient très cloisonnés. Et on a vu à l'époque dans Internet la possibilité de décloisonner, tout simplement, d'être transversaux et de proposer finalement un lieu de rencontre interprofessionnelle entre les avocats, les notaires, les magistrats, les étudiants, les directions juridiques, enfin, entre tous les métiers du droit et tous les métiers périphériques. Dieu sait qu'il y en a qui pratiquent plus ou moins le droit, comme en ressources humaines, comme les experts comptables, toute une série de métiers. Est venue ensuite l'idée également, quand la mode est montée, la tendance, plus qu'une mode, de simplifier, de démocratiser, de rendre accessible le droit. Donc tout ça a fait qu'on s'est dit qu'Internet était le bon support. Donc on a créé quelque chose qui à l'époque s'appelle toujours le Village à Justice. Pourquoi? C'était aussi parce qu'à l'époque, Internet était un peu nébuleux pour les gens et qu'on voulait donc donner quelque chose d'imagé. La première maquette du village, c'était des maisons. On y avait une place centrale avec la maison de chaque habitant, donc c'était vraiment très 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 imagé, mais aussi pour essayer de rendre ça tout simple et d'essayer de fluidifier les relations. Donc on a fait tout un parcours d'expérience. On a appris Internet à l'époque où tout le monde l'apprenait. On a essayé des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. On a évolué.
Aujourd'hui, le village de la justice, c'est grosso modo 3 grandes sections, 3 services, puisque le but du village de la justice, c'est avant tout de rendre service. On parlera de business model, mais avant le business, il y a pour nous la notion de sens de ce qu'on fait. Le sens de ce qu'on fait, il s'appuie sur quelques grands piliers. Le premier pilier, c'est l'information juridique, et en fait produite directement par les métiers du droit, dans des buts multiples qui sont pour les métiers du droit, par exemple, développer son cabinet, on y reviendra, se faire connaître, mais aussi, et souvent, très souvent, échanger avec ses confrères et ses partenaires. C'est pour les étudiants commencer à se faire connaître, pour les associations d'étudiants faire connaître telle clinique, tel diplôme, pour les directions juridiques montrer leurs innovations. Tout ça, c'est assez lié, c'est finalement l'idée de se faire connaître. Que ce soit pour sa carrière, que ce soit pour son business, que ce soit parce qu'on a, je sais pas moi, des envies politiques dans les institutions. Enfin, il y a plein de motivations finalement en fait de se faire connaître en général. Donc ça, c'est le premier pilier. Et toi, pourquoi à titre perso, tu es là-dedans? Parce que, qu'est-ce qui te donnait envie? Tu avais envie de créer un média et tu t'es dit, tiens, le monde du droit en manque? Non, à l'époque, nous, on faisait déjà avec mon associé de la presse papier, très traditionnelle. On travaillait par exemple pour les syndicats d'avocats, la FNUJA, d'autres syndicats. On a travaillé avec des associations comme la FJE, par exemple, chez les juristes. On éditait vraiment des revues magazines traditionnelles, tout ce qu'il y a de plus classique, comme elles existent encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Et puis simplement, on s'est dit, voilà, au moment où Internet est arrivé, que c'était une chance d'interactivité, de mettre en relation les gens, de créer des services interactifs, je vais venir sur les autres piliers, et puis d'imaginer une nouvelle forme à la fois de communiquer et d'aider les gens. Aider les gens, c'est-à-dire les informer, mais pas juste comme peut le faire un média traditionnel, magazine, avoir de l'interactivité, avoir des services, avoir des quiz, avoir la mise en relation, vraiment des choses intéressantes. Donc on était déjà dans le juridique et on allait vers quelque chose d'un peu plus large que les seuls avocats, parce qu'on travaillait beaucoup pour les avocats à l'époque. Ok, et du coup c'est donc faire connaître et se faire connaître, ça c'est le pilier numéro 1. Oui, ça c'est donc la publication d'articles. Ouais. C'est pour se faire connaître, il faut avoir une part de voix dans le. Donc finalement, c'était alors je caricature peut-être, un espèce de grand forum. On pourrait appeler ça comme ça. À l'époque, d'ailleurs, on avait un forum qui était au centre. Le forum était partout. C'est un forum. C'est un forum avec juste cette ambiguïté sur le fait que le forum aujourd'hui, ça correspond à autre chose. C'est des questions, c'est sujet de questions. C'est un service de questions-réponses. Alors que là, on est plus dans une publication. Finalement, c'est un média, sauf qu'au lieu d'avoir 1, 2, 3, 10, 20 auteurs, il y en a 2000 par an. Voilà, donc c'est une autre échelle. Et puis c'est une plateforme d'autopublication, c'est-à-dire que les gens viennent eux-mêmes proposer leurs articles. Ce qui, ça n'a pas changé pour le coup. Non, ça n'a pas changé, ça a pris beaucoup d'ampleur. Nous, on a pris, au fur et à mesure du temps, on a appris ce que nécessitait Internet par rapport à la presse, c'est-à-dire est-ce qu'il facilitait, par exemple, l'interaction. Quand on nous propose un article, on interagit avec l'auteur, on lui demande de modifier, on lui demande de changer sa photo, de changer son titre, d'organiser, de structurer, pour défendre finalement sa voix sur Internet. Donc, c'est ce jeu d'amélioration continue parce qu'en fait, on va jusqu'à modifier les articles en permanence. Un article qui est sur notre plateforme, on le modifie, on demande aux auteurs de les mettre à jour. En fait, on ne publie pas sans arrêt. Donc, il y a ce côté. Ça, c'est très gratifiant pour nous en tant que média web par rapport à la presse. On n'est pas obligé de réimprimer. En 5 minutes, on est capable de mettre à jour une information. Comme en droit, il y en a énormément. Un décret qui sort, un changement de jurisprudence, ça peut changer complètement un article. Donc ça, c'est vraiment le sujet. Donc c'est vraiment s'auto-publier. Les autres piliers, c'est des piliers pour nous qui servent à aider les métiers du droit, parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire, les accompagner au quotidien dans leurs évolutions. Aujourd'hui, on dit beaucoup les transformations, surtout nous, on utilise beaucoup ce mot de transformation, mais en général, dans leurs évolutions, c'est par exemple tout simplement des services aussi basiques, mais aussi incontournables que l'emploi. Concrètement, ça a été depuis toujours un de nos services forts, la mise en relation entre les candidats et les recruteurs, publier des offres d'emploi, publier son CV, candidater, recevoir des alertes. On a tous dans notre vie un changement et ça s'accélère encore régulièrement de carrière, des changements de carrière, des changements de métier. Aujourd'hui, nous, je veux dire par exemple, le ministère de la Justice communique pour attirer des magistrats. Donc, comme on veut recruter des magistrats, on a besoin d'aller appeler les avocats et les juristes qui peuvent devenir rapidement magistrats. Donc voilà, on voit bien l'interprofessionnalité qui passe par le recrutement là, en plein dans nos missions. Il y a beaucoup de choses. Et puis aussi aider tout simplement la fluidité. Notamment national, puisqu'on est quand même un site national, c'est important de le dire, même si on est en français, on est quand même national, on n'est pas mondiaux, mais français. Ce qui est intéressant, c'est donner accès, par exemple, à des stagiaires de Bordeaux au fait d'avoir des annonces à Lille.
ou à Paris, enfin dans tous les sens. Et ça, c'est vrai que le web l'a apporté avec une facilité. Ça, c'est un vrai service qui, pour nous, qu'on offre gratuitement aux candidats, mais qui, pour moi, a vraiment du sens. C'est-à-dire qu'on vient s'incruster, je dirais, pas péjorativement, mais dans la vie des métiers du droit en disant, ben voilà, on sait qu'on trouvera des annonces le jour où on a besoin. On sait que là, il y a en permanence des annonces. On publie 50 à 100 annonces par jour, donc ça fait un volume tel que ça permet de... Alors, ça couvre pas tout le marché, mais ça permet quand même de faire une veille. Donc ça, c'est un deuxième pilier, c'est les services de ce type-là. Il y a un troisième pilier qui est important pour nous, c'est toute la partie que nous, on fait pour le coup. C'est pas nos auteurs, c'est nous, notre rédaction qui le fait. C'est l'accompagnement sur des réflexions liées au métier du droit. Donc, c'est des sujets qui sont peu abordés en formation initiale des métiers du droit et qui étaient peu abordés dans les médias, qui le sont plus, mais c'est encore peu. C'est du marketing, c'est des sujets de transformation technologique, c'est des sujets, par exemple aujourd'hui le sujet c'est l'IA, évidemment c'est un sujet qui est fort chez nous, mais on a fait partie de ceux qui ont aidé à évangéliser sur le sujet du legal design depuis 4 ou 5 ans largement déjà, à tous ces sujets où il faut qu'on prépare petit à petit les métiers du droit à l'intégrer. Donc il faut écrire, discuter, faire des webinaires, faire des rencontres, faire des articles. Et ça, c'est notre rédaction qui l'assume en disant voilà, ce à quoi on croit pour les métiers du droit dans les années à venir, ce qui vaut le coup d'être essayé pour leur carrière et pour leur business développement, c'est ça, ça, ça et ça. Ok, on va en parler. On a des sujets forts comme le legal design, l'interprofessionnalité, c'est des sujets récurrents, des sujets sur les technologies et l'IA, voilà, tous ces sujets-là, le marketing, la communication, la gestion de carrière, de marque, voilà, c'est des sujets. On s'est toujours dit qu'on avait ce rôle-là d'essayer d'amener à réfléchir, de faire parler un tel et un tel. Et ça, c'est via vos journaux, le journal, ou c'est via, pareil, toujours sur le blog, sur des événements comme vous avez fait hier sur, ouais, ça c'est beaucoup. TNDA. Après, nous, on a une notion un petit peu de média global, c'est-à-dire qu'on fait effectivement chez nous de l'événementiel, donc des événements qui vont de 30 personnes jusqu'à 4500 personnes. On fait des sites internet et on fait encore des revues papier ou qui sont lus en hybride. On fait tout et l'idée, c'est d'utiliser chaque média pour ce qu'il a de bien. Évidemment qu'une rencontre à 4500 personnes pendant 2 jours, ça ne favorise pas les mêmes échanges qu'une rencontre de 30 personnes pendant 2 heures. Donc voilà, chaque chose à sa place. Le message est passé différemment. Sur un gros congrès, on a le temps de faire des séances de démonstration et d'ateliers pendant 3/4 d'heure, 1 heure, de creuser le sujet pour 20 personnes. Et également d'accueillir par exemple 400 personnes dans un amphi pour accueillir une réflexion, pour recevoir un sujet de réflexion. Et sur le village de la justice, on va être plus sur voilà, tous les jours on vous envoie de l'information régulièrement, vous savez que là vous allez trouver des choses, le jour où vous voulez trouver des interlocuteurs, vous voulez trouver des sujets, vous savez que là il y a une bible qui se construit jour après jour. C'est voilà, en fonction des choses, évidemment le web permet plus d'interactivité, évidemment qu'on peut faire des choses intéressantes, mais les médias, on croit toujours, et le Covid nous a démontré que le post-Covid nous a démontré que les gens avaient très envie de rencontres, donc l'événementiel est bien reparti après Covid, parce que concrètement, tu parlais notamment, parce que c'est un de tes sujets de développement, c'est d'une certaine façon très important, c'est pas d'une certaine façon, c'est très important d'entendre les gens avant de leur vendre quelque chose. Et pour bien les entendre, c'est bien de discuter de gré à gré, de les comprendre. Par exemple, la population d'avocats, c'est 78 000 avocats. Il n'y a pas du tout un avocat type, il n'y a même pas 5 avocats types, il y en a peut-être 50 avocats types, donc voilà, elle est très diverse. On ne peut pas avoir un seul message pour 78 000 avocats, ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes moyens, les mêmes ambitions, tout simplement. Donc nous, voilà, on essaye de créer ces rencontres qui sont vraiment intéressantes. Et puis à côté, notre modèle économique notre modèle de développement économique qui s'appuie quand même sur du volume. Donc le site internet, l'objectif c'est d'avoir toujours plus d'audience, d'avoir une grosse audience. Aujourd'hui, on est à 1 600 000 visiteurs en moyenne. Donc il y a des mois 1,8 million, 1,4 million. Évidemment, en août, on n'est pas la même chose qu'en septembre. Qu'est-ce qui fait que ça fluctue comme ça La saisonnalité surtout. Comme tout média, la saisonnalité, on sait qu'en août, on a moins de lecture. Les avocats travaillent quasiment plus. Voilà, forcément, on a moins de lecture. Donc ça, c'est très clair. Il y a des moments plus creux, jamais à zéro, mais il y a des moments plus creux. L'actualité. Par exemple, la période Covid a été une période pour les médias, pas que nous, tous les médias gigantesques. On a tous doublé notre audience parce qu'il y avait énormément de questionnements et du temps pour regarder les médias. Donc ça a été très important. Autre facteur très important, qui est important pour nous en tant que médias, qui nous porte, mais qui porte aussi évidemment les métiers du droit, c'est par exemple les disruptions, on va dire, c'est pas toujours des disruptions, mais en tout cas les innovations fortes. La dernière étant l'IA, où là évidemment c'est un sujet qui est super important pour les médias, donc pour nous, et c'est super important pour nous d'accompagner les métiers du droit. Par rapport à d'autres médias, on est spécialisé juridique, uniquement juridique.
Donc, on a une thématique spécifique sur l'IA. On ne va pas forcément parler de sujets qui ne concernent pas particulièrement les avocats, qui sont trop poussés. On va parler particulièrement de technologie derrière, la façon dont on fonctionne sur un LLM. On va plutôt parler de comment ça va les aider dans leur métier. Ok. Donc, je résume sans réduire ce que vous faites, mais l'idée, c'est de cadrer du coup sur ce que vous faites concrètement. Médias, on peut bosser avec vous, vous proposer des articles de recrutement, ça tout le monde le sait, pareil pour d'ailleurs les articles, et événements, et sujets, et ouvrir à d'autres sujets que simplement le juridique pur. Comment, ce qui m'intéresse, mais c'est pas d'y passer des heures sur ce sujet, mais comment vous vous rémunérez? Parce que je trouve que c'est important de comprendre ça, même en tant que... pour bosser avec vous, pour comprendre votre intérêt, comment vous arrivez à vivre de ce média-là. Et voilà, tout simplement. Mais non, c'est une question tout à fait normale et puis qui est même saine pour utiliser un outil, surtout à l'époque du numérique et du web. Les outils naissent tous les jours. C'est important de savoir s'il sera là encore dans 6 mois. Donc, si son modèle économique est pérenne, c'est plutôt pas mal. Là, vous l'avez prouvé, là, je pense. Oui. Oui, tout simplement un modèle assez classique qui est... Alors, nous, on part, je le disais tout à l'heure, sur l'idée d'avoir pas une course au volume, mais c'est notre objectif d'avoir une grande audience et de ne perdre personne. On n'est pas sur des micro-niches, voilà, on vise tout le monde. Donc 1 600 000 visiteurs, c'est beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça nous donne, nous, en termes d'audience, un poids largement suffisant pour avoir 2 modèles économiques. Le premier, c'est le traditionnel, c'est la publicité et les partenariats. Tous ceux qui ont des souhaits de vendre ou de commercialiser ou d'approcher les métiers du droit trouvent chez nous une plateforme à la fois un environnement, un écosystème qui est quand même plutôt favorable parce qu'il est précis, il est adapté à leur métier, ils savent qu'ils vont trouver des avocats, des juristes, notaires selon les professions, et puis surtout en volume. C'est-à-dire que concrètement, il y a 78 000 avocats, je pense que alors, beaucoup de notre information est accessible librement, donc on ne peut pas avoir de chiffres précis, mais on est largement entre 20 et 40 000 avocats qui nous visitent toutes les semaines, sans aucun souci. Pareil chez les juristes, une majorité de juristes viennent chez nous pour une raison ou une autre régulièrement. Donc on sait qu'on a ce volume-là, donc nous on peut vendre de la publicité, ça c'est un fondamental. L'autre modèle économique principal, nous c'est l'emploi. C'est complètement gratuit pour les candidats, ça c'est la base. Tout ce qui peut fluidifier les échanges, pour nous c'est gratuit, évidemment pour les candidats, les recruteurs. Par contre, l'offre d'emploi où il y a un marché, c'est-à-dire qu'on a intérêt en tant qu'entreprise à trouver une cible précise des candidats. On fait appel à des cabinets de recrutement, on recrute en direct. Voilà, nos emplois sont payants de chez nous et c'est un de nos business models. Ok. Après, sur l'événementiel, il y a d'autres business models. Évidemment, on fait payer la participation, on mutualise la participation, la location des lieux, comme tout événementiel. On loue un événement, on mutualise à 80 exposants. Voilà. Ok, trop bien. Donc très clair. C'est important parce que ça permet de faciliter, je trouve, le travail derrière en disant ok, quel est leur intérêt et du coup, qu'est-ce que je dois faire pour travailler au mieux. Et pour moi, c'est primordial avant de se lancer et de bosser avec vous, de comprendre ça. Donc concrètement, maintenant, on va partir sur plutôt le côté justement, qu'est-ce que je peux faire avec vous en tant qu'avocat aujourd'hui ou vous bossez un peu avec d'autres métiers, notaires, experts comptables, donc pourquoi pas aussi pour eux. Je suis un professionnel réglementé, je veux développer mon cabinet parce que souvent c'est un peu le sujet pour eux d'aller commencer à écrire pour vous. Concrètement, qu'est-ce qui va vous intéresser vous? Parce que j'imagine que vous ne publiez pas tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que j'arrive pas avec mon article qui a déjà été rédigé 1000 fois, comment faire une holding en 2025. Bon, j'imagine que ça, tout le monde l'a écrit 100 000 fois. Qu'est-ce que je dois rédiger? Comment je vous le présente? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un process qui est établi? Et comment je fluidifie ce travail pour vous n'y passiez pas des heures et que l'avocat passe pas des heures non plus à se faire modifier son article et à partir en débat parce que j'imagine que ça arrive souvent. Ça peut arriver. Pas souvent, mais ça peut arriver. Okay. Avant d'attaquer le processus des meilleures pratiques, je dirais qu'il faut comprendre une chose, c'est que puisque je parlais tout à l'heure du fait que nous, on visait beaucoup d'audience, on est devenu avec le temps, et parce qu'on y travaille depuis 27-28 ans, un site dit de référence sur les moteurs de recherche et même maintenant sur les IA, c'est-à-dire qu'on remonte très très bien sur les moteurs, nos publications remontent très très bien sur les moteurs de recherche. C'est très important parce qu'en fait, c'est le service qu'on apporte aux gens qui écrivent chez nous en échange du fait qu'ils nous amènent des articles. C'est intéressant de comprendre que c'est un donnant-donnant. Et ils nous amènent leur contenu et leur expertise. En échange, nous, on va la valoriser et on va en exploser l'audience. Voilà, comment ça fonctionne? L'idée, c'est que nous, on propose aux avocats, mais en général à tous les métiers du droit, de venir démontrer leur expertise. Concrètement, c'est dire, moi, je sais écrire sur tel sujet,
je suis expert de tel sujet, je connais ce sujet, j'ai quelque chose à dire, je vais commenter une jurisprudence, je vais commenter une situation particulière. Bon, je vais publier un article. Donc cette publication d'article, le but c'est qu'elle nous amène du contenu, donc de l'audience, mais c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'il y a un retour. À partir du moment où on est placé, on a une position d'expert sur un site, sur un média, ce qui est différent de être sur son propre site, être sur un média. Il y a une petite nuance d'approche pour le lecteur. Du coup, on va, puisqu'on est un site de confiance, être très bien référencé sur Google et d'autres. C'est vrai sur d'autres moteurs de recherche, c'est vrai de plus en plus sur l'IA. Une parenthèse, mais maintenant les moteurs de recherche en IA nous apportent de plus en plus de visites. Donc clairement, on va apporter du lectorat aux professionnels du droit, dont avocats. Donc la première chose, c'est de venir chercher de l'audience. Encore une fois, toujours notre principe. Alors l'audience, elle est toute relative. Ça va dépendre du sujet. On a des articles, des auteurs qui sont lus sur un article par 1000, 2000, 3000 lecteurs sur l'année. Et à l'inverse, il y en a qui sont lus par 20, 30, 40, 50 000 sur l'année. Tout dépend évidemment du sujet, de la façon dont il est écrit, de la thématique. En droit social, on est beaucoup plus large sur une niche du droit fiscal, bon, évidemment. Mais ça, peu importe. C'est pas le nombre de lecteurs. Nous, on va l'apporter, ce nombre de lecteurs, mais il ne faut pas comparer les domaines du droit, il ne faut pas comparer l'expertise de chacun. Il faut regarder sur son marché, qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir une visibilité web et réseaux sociaux et IA forte. Et à partir de là, le processus, c'est une publication assez traditionnelle finalement, je pense, dans le monde des médias pour le coup. C'est-à-dire que les auteurs viennent sur la plateforme, se connectent, s'identifient, saisissent leur article comme ils le souhaitent. On a une charte depuis le temps, on a développé tout un processus de charte, d'explication, comment bien écrire, un titre percutant, ça doit être quoi, l'importance du chapeau, la longueur. Voilà, on a ce rôle de conseil quand ils viennent chez nous, qui respectent ou pas. Et parce qu'ils le respectent ou pas, et parce que chaque cas est particulier, nous on a une rédaction de gens qui relisent tous les articles, qui les organisent, qui interagissent avec les auteurs pour leur dire c'est pas mal, mais est-ce que vous ne mettriez pas les références que vous indiquez? Aujourd'hui, à l'heure de l'IA, si vous n'indiquez pas les références d'un texte de loi ou d'un arrêt ou quelque chose comme ça, c'est un peu dommage parce que du coup, on ne sait pas si c'est de l'IA ou si c'est vrai, est-ce que c'est sourcé ou pas. Le type de choses qu'on doit faire. Leur dire... Petite parenthèse, vous recevez plein d'articles tu vois tout de suite rédigé par l'IA en 2-2 Alors, il y a eu cette époque-là l'année dernière qui arrivait très très vite, à peu près il y a un an, effectivement, quelques cabinets assez peu, mais ça peut être des étudiants aussi, qui écrivaient aussi vraiment générés par l'IA, ça se voyait. Donc nous, on a appris à détecter ça et leur dire pousser un petit peu plus loin. Et les auteurs ont aussi appris à utiliser l'IA de façon intelligente. C'est-à-dire non pas comme je mets mon prompt, écris-moi un article pour le village de justice qui parle de ça et je copie-colle, mais à aller interagir. Et là, on est déjà dans une phase où, depuis il y a les 5-6 mois, où maintenant les auteurs utilisent l'IA clairement comme étant un assistant d'écriture, une suggestion d'idées, une reformulation sur des choses trop compliquées, et pas pour l'écriture 100%. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est de moins en moins. C'est pas grave si c'est bien fait. Voilà, c'est pas grave, c'est bien fait. Et je fais une parenthèse là-dessus sans être trop technique. C'est aussi notre rôle légal en tant que média et éthique, les deux à égalité, d'identifier ce qui vient de l'IA. Donc, quand nous maintenant on demande depuis quelques temps aux auteurs de dire s'ils ont utilisé l'IA et avec quel niveau ils ont utilisé. Pas du tout, complètement intermédiaire, juste pour. Voilà. Et ça, c'est une information qui est publique en bas des articles. C'est obligatoire en fait, c'est en train de devenir obligatoire en Europe, c'est-à-dire est-ce que ça a été généré par une IA ou est-ce que ça a été écrit par quelqu'un qui a vérifié les sources sur l'IA, voilà. Donc ça, ce niveau d'information, il est obligatoire et puis il est éthique, c'est-à-dire donner une information. C'est pas un jugement de valeur sur la qualité, c'est est-ce qu'il y a un humain qui engage sa responsabilité sur l'information. C'est marrant parce que de plus en plus, les gens assument maintenant. Ça y est. Même moi, tu vois, au début. Nous, parfois, on écrit du contenu pour des cabinets sur des sujets ou même sur leur site web. Franchement, on utilise de l'IA presque depuis le début. Et au début, moi, j'ai toujours assumé. Et au début, tu sentais que putain, vous écrivez pas vous-même. Bah non, parce que sinon, ça va être rempli de fautes d'orthographe. Et mais maintenant, ils sont là. Bah oui, normal. Enfin, vous savez, ça a été super rapide à ce que les gens disent. Bah oui, c'est normal en vrai. Je comprends. Parce qu'en fait, ils le font aussi même au quotidien. Et c'est notre rôle, nous, en tout cas, c'est le rôle qu'on s'attribue en tant que rédaction, d'accompagner les auteurs là-dessus en disant là, vous allez trop loin, ça sent trop l'IA. Arrêtez d'employer les expressions au jour d'aujourd'hui, voilà, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez pas reformuler un petit peu? Donc, c'est notre rôle d'évangéliser un petit peu, de les sensibiliser au fait que c'est un peu trop gros, et puis parfois, mais finalement pas tant que ça. On pensait être saturé de l'article IA au kilomètre, en fait pas tant que ça, parce qu'on est quand même sur un site de droit.
on engage quand même son nom. Tous les Bien articles sûr. sont signés. Quand c'est un avocat, on dit qu'il est avocat. On vérifie qu'il est avocat, on dit quel barreau. Il prend la responsabilité de ce qu'il met. Et donc, en termes de notoriété, si quelqu'un... Et ça s'est produit 1 ou 2 fois au tout début de l'IA, il y a 1 an et demi, 2 ans. Des gens qui disaient, parce qu'on peut commenter les articles pour interagir avec l'auteur, ils disent merci ChatGPT. On avait ce type de... Ouais. Et effectivement, ça ressemble. Mais ça, c'est fini, ça. Ça, maintenant, les avocats sont dit, OK, ah oui, donc c'est une histoire d'image. Si les gens disent ils ont la même réponse quand ils le font même sur ChatGPT, c'est que je fais pas bien mon boulot. Donc voilà. Donc nous, notre rôle, c'est ça, c'est de les accompagner dans ces évolutions, de les accompagner pour qu'ils aient des lecteurs. Et pourquoi des lecteurs? Parce qu'à un moment donné, c'est leur notoriété, c'est leur construction de marque. Donc là, bon, je ne reviens pas, mais l'IA joue là-dessus. Leur construction de marque, leur réputation, et puis tout simplement à un moment donné, un sujet de mise en relation. On peut se dire qu'effectivement, si on a 20 000 lecteurs, il y a un certain pourcentage de chances qu'il y en ait 1% qui vont contacter, ou peut-être plus, ça dépend des sujets, qui vont contacter le cabinet d'avocats si l'article est bien orienté sur la résolution de problèmes. Il y a un vrai apport d'affaires qui est d'abord un apport de relation, parce que voilà, nous on vend pas de la consultation juridique au cabinet d'avocat, on vend de la mise en relation. Après, c'est à chacun de rentrer dans son canal d'acquisition pour parler marketing traditionnel et puis de le gérer bien ou pas bien, mais ça c'est plus notre problème. Nous on les met en relation. Il y a quand même quelque chose qui est juste une parenthèse qui est important pour un site web tel que nous qui s'appuie pour une bonne part sur les moteurs de recherche et l'IA, pas que la moyenne des sites français, c'est 80% le trafic qui vient de Google. Nous, on est à 60-70% maximum. Donc, on a une vraie communauté, on a des réseaux sociaux, on a des newsletters, il y a autre chose. Mais quand même... tu as 60% du trafic qui vient de Google et soit 40%. 40%, c'est un peu réseaux sociaux, c'est quand même mineur. Les réseaux sociaux, ça existe, mais c'est pas à 30%. Okay. C'est beaucoup de la newsletter. Okay. Des outils d'alerte, on a des alertes sur les actualités, donc ça génère du trafic. Donc, du mailing. C'est aussi des gens qui nous connaissent. Le premier mot-clé quasiment depuis 10 ans, c'est Village à Justice pour venir chez nous. C'est-à-dire les gens, ils ont la notoriété. Mais alors pour revenir c'est du direct. Oui, c'est ça, c'est l'avantage d'avoir une marque, c'est que la marque existe et est connue. On a plus de recherches sur Ourama que sur agence création de site internet. Oui, c'est bon signe, ça veut dire que la notoriété se crée, mais ça c'est une super récompense, c'est-à-dire que voilà, on a à communiquer et que les gens disent je veux aller voir cette agence-là, donc ça c'est top. Voilà. Après, il y a aussi tous les liens qu'on peut faire avec des écoles, des étudiants, des écoles, etc., qui nous amènent du trafic, c'est quand même assez important. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'avantage de ce mode d'acquisition de lecteurs, avant de devenir des clients, en tout cas de lecteurs, c'est qu'en fait, comme on est très bien référencé et qu'on fait en sorte que les articles soient structurés, organisés, adaptés au référencement, mais j'y reviendrai peut-être ce que c'est qu'un bon article pour le référencement. Et ben du coup, ça veut dire qu'on sait répondre aux questions que se posent les gens aujourd'hui. Tout le monde pose ces questions directement sur son moteur de recherche ou directement à son appli en vocal, peu importe les moyens de chacun, voire même à sa borne, enfin tout est possible. Et donc, c'est des questions très, très précises. Les gens qui viennent chez nous ont des questions très, très précises, du type comment je peux faire un recours contre mon voisin qui ne veut pas tailler ses arbres, ça c'est hyper classique. Comment je peux contester une rupture de contrat de travail, c'est ce sujet-là. Et donc, on est dans une adéquation, une conversion qui est assez forte, alors que je ne peux pas mesurer, ça dépend vraiment des cas, mais qui est quand même vraiment forte entre les gens qui arrivent pour lire un article et les gens qui vont prendre contact, parce qu'on est déjà, en fait, quand on arrive sur notre site, on est déjà dans la logique on est déjà en train de l'informer sur la question qu'il a posée, on est en direct. C'est pas un site général, on n'est pas du tout sur la méthode des médias où on dit tiens, ce soir je vais lire Le Monde. Bon, on lit tous les articles, on regarde, bon, ok. Là, j'ai posé une question, donc j'ai un doute, j'ai un stress, j'ai une inquiétude, j'ai un problème. Je cherche une info qui va me faire passer à l'action potentiellement. Action ou pas, mais en tout cas, déjà, je suis dans le sujet d'interrogation qui est très, très personnel. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est un atout d'un média tel que le nôtre. Et c'est presque un atout, dont on parlait tout à l'heure de réseau, c'est un gros atout par rapport à d'autres médias plus généralistes. C'est aussi un atout par rapport peut-être à certains réseaux sociaux où on a tendance à passer beaucoup de temps à avoir des milliers de posts qui sont générés par l'IA. Donc, en fait, ils nous répondent ce qu'on a déjà cherché la veille. Donc, ils nous reposent la même chose. Comme à l'époque, il y a 10 ans, on disait... il y a 10 ans ou moins, parce que c'est encore le cas, j'ai cherché une fois une machine à laver sur Google et pendant un mois, j'aurais que des pubs de machine à laver. Donc, ça n'aide pas à développer de nouvelles thématiques. Alors que là, on est vraiment au cœur finalement de la vie des gens, sur leur téléphone ou leur ordinateur, leur appareil, ils ont un souci et ils vont le trouver. Donc ça, c'est bien. Et ça fait vraiment partie de notre mission aussi de dire, OK, on met en relation, mais du coup, on informe aussi le public. Voilà, aujourd'hui, sur 1,6 million visiteurs,
il n'y a pas 1 600 000 professionnels du droit, on est bien au-delà. Nous, si on consolidait l'ensemble des métiers du droit, les étudiants, les RH, les experts comptables dont je parlais tout à l'heure et d'autres, on arrive à 5, 6, 700 000. Donc en fait, on a énormément de grand public et des gens du monde entreprise. Qui cherchent de l'info. Ou entreprise, puisqu'on a tout. Ouais, carrément. Et puis c'est ça qui va... C'est pourquoi c'est intéressant de travailler aussi avec vous et de produire des articles. Du coup, parce que du coup, tu as une belle expérience sur ce volet-là. Qu'est-ce que c'est un bon article? Comment tu construis un article qui est pertinent? Combien de temps ça prend? Tu vas être publié? Parce que j'imagine il y en a, il va y avoir une actualité juridique. Boum, allez, je propose ça vite au village et je vais faire un petit buzz parce que je suis premier arrivé et j'imagine que ça vaut le coup parce que souvent la recherche est faite assez rapidement derrière et puis derrière ça se tasse. Alors, il n'y a pas une seule règle, il y a plein de cas différents. On a le cas très très classique de la réactivité couplée à un article bien écrit. Alors d'abord, l'article bien écrit, c'est l'article, là je reviens sur ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon article? Aujourd'hui, c'est un article qui est vraiment, qui est bien référencé sur Google, sur l'IA, et ça veut dire qu'en fait, il est compréhensible par le grand public. Il y a vraiment une proximité entre les règles. C'est pas si simple, mais on va schématiser entre les règles de ce qu'est un bon article pour un moteur de recherche et de ce qu'est un article pour un lecteur. Objectivement, c'est un titre clair, une introduction qui va dire de quoi on parle, c'est un article qui est structuré, un sommaire s'il y a besoin, si c'est assez long, des références citées. Si on fait ça, c'est un bon article pour le lecteur, c'est un bon article pour les moteurs de recherche et ça va tirer du monde. Après, il y a plein de choses. On va avoir des articles qui vont utiliser plutôt un effet événementiel, comme tu dis. C'est-à-dire un exemple, un article qui est paru début mars 2025 sur un sujet, sur un arrêté qui est paru fin février, chez nous, a réussi à faire 6000 lecteurs en moins de 2 semaines. 6000 lecteurs, c'est pas mal, 2 semaines seulement, donc on peut imaginer que sur du temps, ça fera plusieurs dizaines de milliers, parce qu'il a réagi le plus vite possible, un des premiers dans les médias en général, sur Internet, à cet arrêté, et a répondu à un vrai sujet que les gens se posaient. Donc c'est un effet boule de neige qui est très très rapide, qui va durer ou pas, ça va dépendre de l'actualité. Quand c'est des sujets de fond, quand c'est le droit des sociétés, quand c'est du droit social, c'est des sujets qui vont durer. Parfois, c'est l'actualité un peu plus un peu plus réactive et puis ça va s'éteindre. Mais c'est assez smart de faire ça pour le coup. Oui, ça c'est très bien. Ça demande une réactivité d'autant plus. Alors, il faut évidemment écouter l'actu, être capable d'écrire sur ce sujet-là, mais il faut aussi être capable d'écrire, si possible, dans les premiers de sa profession, ce qui n'est pas toujours évident. Parce qu'après, du coup, assez rapidement, tu tombes dans les premiers sur Google, la recherche remonte et du coup... Effet boule de neige, comme tu dis. Oui, et puis moins de place pour les autres aussi. C'est-à-dire que non seulement. Si t'as fait une place, il y en a 9. Voilà, il y a 10 places sur Google. Après, les autres, elles n'existent pas. Voilà. Alors après, il y a toujours plusieurs façons de traiter le droit. Il y a toujours plusieurs stratégies juridiques. C'est pas pour rien qu'il y a un avocat de la défense. Et voilà, il y a 2 avocats toujours face à face. Il y a toujours plusieurs façons, notamment en droit des sociétés, par exemple, d'aborder les choses. Donc il y a la place pour plusieurs articles, mais il n'y a pas la place pour 10 articles sur le même sujet quand il y a une actualité. Donc ça, c'est le premier, c'est l'effet opportunité. Je veux dire, il y a quelque chose, je suis expert du sujet, il faut que je me place dessus. Et puis, il y a des gens qui vont écrire sur des sujets de fond. Tu parlais de la holding en 2025. Il y a peut-être des nouveautés ou quelque chose de léger ou quelque chose à redire, un nouvel angle de vue qui va pas faire ses 6000 lecteurs en 1 ou 2 semaines. Par contre, il va faire ses 500 lecteurs par semaine, mais il va les faire sur 10 ans. L'article le plus lu chez nous, c'est un article sur un sujet de contrat de travail écrit en 2006, qui a été remis à jour plusieurs fois, parce que ça fait quand même bientôt 20 ans qu'il est là, qui a été mis à jour plusieurs fois sur un sujet vraiment qui touche 50% des Français dans leur vie. Il est aujourd'hui à près d'1 million de lecteurs en fait. Donc, et l'avocat qui l'a écrit, c'est son fonds de commerce quoi. Alors on a un certain nombre d'avocats pour qui c'est un fonds de commerce parce que c'est des spécialistes, c'est presque des industriels de cette information, ils savent faire, ils ont compris le truc et souvent ils sont spécialisés dans un domaine. C'est important de se dire je suis pas crédible si je suis expert en tout. Surtout dans le droit, c'est tellement vaste. C'est beau de dire ça. C'est bien de dire que je suis expert sur 1, 2, 3 domaines et je creuse mon sillon sur ce domaine-là, la spécialité. Alors, il ne faut pas se trop précis au point qu'il n'y ait plus de clients, mais si on arrive à avoir que ce soit du droit fiscal ou du droit social, c'est des sujets qui sont assez précis, mais voilà, se spécialiser, droit social, c'est même trop large, il faut segmenter. Et donc, on arrive effectivement à générer, à se présenter comme un expert et c'est régulier. On a eu régulièrement des témoignages, mais au moins une fois par mois, sans mentir, on a un média qui nous contacte parce qu'il veut contacter un avocat. J'ai repéré, alors mais c'est hallucinant, j'ai repéré tel avocat qui écrit chez vous, je voudrais le contacter parce que dans 2 heures, il faudrait qu'il intervienne au journal de BFM, télé, machin. Et donc voilà, c'est une veille en fait pour les médias. Et ils ont identifié ce que ça veut dire, c'est de la mise en relation, mais ça veut dire surtout aussi
qu'en fait, on a identifié d'extérieur que celui-là, il est expert, il connaît son sujet, c'est lui qu'il nous faut pour parler. Donc ça c'est top. Ouais, et puis c'est ce que... Alors hier, vous avez organisé un événement sur Paris, et c'est ce que disait Frédéric Schum qui était présent, c'est j'ai déjà été contacté plusieurs fois par BFM grâce à des articles. Ouais, tout à fait. Et franchement, ça reste de la notoriété, de la crédibilité pour un cabinet, donc ça se prend. Sacré effet boule de neige et cumulatif. Je dirais qu'il n'y a pas une seule règle pour être sûr d'avoir des contacts. Je pense que si on écrit bien, si on écrit expert, si on écrit régulièrement, on trace sa place, on se présente comme étant un expert. Alors celui qui écrit une fois tous les 10 ans, c'est un peu juste. Nous, on a des gens qui écrivent une fois par mois, des gens qui écrivent 2 fois par an, des gens qui écrivent... Combien de fois par mois quelqu'un peut écrire, par exemple? Ouais, on va dire chez nous, quand il va dépasser la fois par semaine, on va lui dire laisser un peu de la place aux autres, mais ça fait quand même 4 articles par mois. Sur une année, ça fait quand même déjà beaucoup. C'est quand même pas le métier d'un avocat d'être. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Puis à un moment donné, on finit quand même par ne plus savoir quoi dire. Une à 2 fois par mois, c'est bien. Une à 2 fois par mois, c'est bien. Alors selon les domaines, il y a des domaines qui bougent plus que d'autres. Évidemment, c'est des moyennes. Toute moyenne ne veut pas dire grand-chose, mais évidemment qu'en ce moment, on a beaucoup d'articles sur l'IA, sur les crypto-monnaies, sur des choses comme ça. Il y a 2 ans, on n'en avait pas. Il y a 5 ans, on n'en aura peut-être pas. Je ne sais pas. Voilà, ça bouge. On a eu l'époque blockchain qui est disparu sur les thèmes médiatiques. Voilà, il n'y a pas la blockchain, mais les articles. Voilà, donc il n'y a pas de règle, mais c'est vrai que c'est important d'utiliser une part de voix dans les médias, et la part de voix, en proposant sur le village 1 ou 2 fois par mois, c'est bien. Ok. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que on me demande, faut que j'écrive sur mon blog ou j'écris sur Village, par exemple, ou sur un truc. Je dis, mais en fait, faites les deux. Et sur Village, vous écrivez sur un thème. Sur votre blog, si vous pouvez enchaîner, allez-y, enchaînez les articles. De toute manière, comme ça, vous n'avez pas de limite. Et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, typiquement, vous pouvez attaquer des sujets qui sont déjà bien traités sur Village, qui va moins vous intéresser. Et c'est super intéressant ce que tu dis sur le côté spécialité, c'est-à-dire si vous êtes avocat spécialisé sur un domaine et que vous faites un article sur cette spécialité, en fait, la crédibilité, elle est d'autant plus importante. Mais en fait, ce qui est hyper logique sur une vision de développement, c'est-à-dire je suis avocat dédié en beaux commerciaux, je ne fais que du beaux commerciaux, j'écris un article sur Village où je traite de beaux commerciaux. Si la personne tombe sur l'article, elle va se dire tiens, il est pas mal. En plus, il y en a qui vont aller checker sur Internet, ils tombent sur leur site. Ah, le mec est vraiment spécialisé beaux commerciaux. Ah bah vas-y, je prends contact. Et en fait, vous en parliez hier, petite conférence sur le site Internet, c'est plein de signaux qui vont faire que le gars se dit, que la personne, le particulier ou le professionnel qui a besoin de quelqu'un va se dire ah, le gars là, c'est quelqu'un en qui je peux faire confiance, et il va pas forcément jouer sur la recommandation de son copain, mais il va se dire bon, non, mais là je me fais confiance et je le contacte et on va voir ce qu'il en est. C'est un sujet c'est l'avantage, c'est que c'est pas du déclaratif sur un site internet simple. Sur un réseau social, on fait sa fiche sur finalement tout ce qui concerne le domaine de la carte de visite, on va dire. C'est déclaratif, bon, tout le monde sait que ça vaut ce que ça vaut. Personne dans le grand public ne sait vraiment ce que sont les spécialités, ce qu'il faut pour les avoir, donc c'est pas extrêmement compréhensible vu de l'extérieur. Donc le mieux, c'est démontrer son expertise. Démontrer son expertise, il y a un problème que vous rencontrez, moi voilà comment j'analyse le truc et comment je pense qu'on peut s'en sortir. Ça répond à la question de l'internaute. Et si on répond à la question de l'internaute, on est déjà avec lui, on est son allié, on est son ami. C'est ce que cherche finalement à faire beaucoup de professionnels du conseil en général, c'est-à-dire je suis à vos côtés et je vous comprends. Et je vous comprends, la preuve c'est que je viens d'écrire 4 pages, vous n'avez pas tout compris, mais vous voyez que moi j'ai compris votre sujet. C'est clair. Et vous avez remarqué de plus en plus que, est-ce que tu as une idée de la part des personnes qui viennent sur le site via les moteurs de recherche proposés par les IA? Ah oui, j'ai une idée assez précise. C'était 0% il y a un an et demi. On est à 3% aujourd'hui. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. C'est important. Des moteurs comme Perplexity ont vraiment bien pris. Ouais. C'est génial, Perplexity, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. C'est vraiment bien. Oui, c'est vraiment bien. Un moteur d'IA, ils sont tellement à faire des LLM et des moteurs d'IA qu'ils commencent à essayer de se trouver un peu chacun leur domaine. Perplexity est parti très vite sur le search, c'est-à-dire la recherche, avec l'idée de répondre à des questions et pas que de créer du contenu, ce qui est différent de ChatGPT. Google va aller vers ça, incessamment sous peu. Ils ont déjà fait des tests, ils vont aller vers ça aussi pour avoir une réponse plus argumentée sur les recherches. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA pour répondre à des questionnements, pour créer du contenu, etc. Mais le gros de notre quotidien, en tout cas par rapport au droit, de l'ensemble des Français, c'est quand même j'ai une question, j'aimerais bien savoir.
On est au restaurant, il y a un légume, on ne sait pas ce que c'est, on va le taper sur Google pour savoir ce que c'est. Je discute, j'ai un problème avec mon propriétaire, avec mon employeur, etc. Je vais au moins avoir un premier niveau d'information. Et ça, c'est de la recherche, c'est pas de la création de contenu. Clairement. Et on n'a pas répondu à cette question. Ça prend combien de temps en règle générale? Alors, nous, on est sur... on va dire qu'en moyenne, on reçoit 5 à 10 articles par jour sur le village. On a un temps de traitement qui est entre 24 et 48 heures. Ah oui, ça va Mais vite. si on a pendant... en fait, on ne reçoit jamais les articles tous en même temps. Il peut arriver des jours où on en reçoit 4, des jours où on en reçoit 15, donc c'est très variable. Donc il y a des moments où ça fluctue un peu. Mais l'objectif, c'est d'être dans la réactivité, mais c'est notre rôle de rédaction de dire, oula, on a repéré que dans les 10 qui sont arrivés mercredi, il y en a un, il est sur l'activité de mardi, celui-là, il va passer en premier. Bon, après, celui sur un sujet très générique, il peut attendre jeudi ou vendredi dans le flux. L'idée, Faut c'est... vous préparer les articles en août, en fait. Comme ça, on est sûr qu'ils passent vite. Oui, mais après, Après, il y a personne qui il regarde, y a mais- beaucoup, il y a un article sur deux, c'est lié à l'actualité, donc on Ouais. pourra pas l'anticiper. Mais je dirais que c'est aussi notre rôle de programmer, d'organiser tout ça. C'est-à-dire que par exemple, si on a 2 articles sur une situation juridique à peu près identique, mais chacun avec une approche différente, on va les publier, mais on ne va pas les publier en même temps. On va laisser chacun le temps un petit peu d'éclore, c'est-à-dire d'être publié sur le village, d'être relayé sur les alertes diverses et variées, d'être intégré sur les réseaux sociaux. Voilà. Il faut quand même un petit peu de temps. Il ne faut pas oublier que on est sur une économie d'attention, hein, c'est pas nouveau, ça fait déjà pas mal d'années. On cherche tous à vendre de l'attention aux gens, que ce soit les publicitaires, les médias, les prestataires, tout le monde veut le temps d'attention et que tout le monde est saturé d'informations. Donc, c'est pas notre intérêt ni celui de nos auteurs de balancer 50 articles par jour. On aurait 50 articles par jour, personne pourrait absorber ça. Alors on essaye de lisser et se dire que si on publie en gros toutes les heures, nous on est content. Ok. Pas sur 24 heures, mais sur la journée. Ouais. Tranquille. Mais bon, déjà, je pensais pas que ça serait aussi rapide, tu vois. Je pensais qu'il y avait une petite semaine de. Après, ça, Battement. on est capable de... Ça peut être dans l'heure si s'il y a pas grand-chose, quoi. On a un avocat qui fait partie des instances de différents importantes de la profession et qui nous écrit des articles beaucoup plus déontologiques avec des choses importantes, qui nous fait des commentaires de JO dans la nuit. Si c'est vraiment important, on publie 1 heure après qu'il nous l'ait proposé. Il y a des exceptions. Voilà. Mais on va dire que la moyenne, c'est 24 à 48 heures. Ok, très clair. Je pense que côté rédaction, c'est très clair et je pense que ça va aider certains. Donc franchement, si vous posez la question, le meilleur moyen, on en parlait, vous êtes chef d'entreprise, donc un chef d'entreprise, il teste des choses pour voir si ça fonctionne et si pour garder la barque au-dessus de l'eau. Et donc allez essayer, hein, franchement. Il y en a, tous les sujets, je pense, méritent d'être traités sur Village, que ce soit du M&A ou droit social, etc. Comme tu l'as dit, et ça c'est logique, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent bah, je comprends pas, mon copain il a 3000 visites sur son site, moi j'en ai 500, alors que je fais du contenu. Oui, mais en fait tu traites de M&A, lui il traite de droit social, donc soyez pas surpris si votre article en M&A sur la LBO, il génère 50 visites. Les 50 visites, elles n'ont pas la même valeur. Parce qu'on on compare pas le temps, ce qu'on appelle l'allure, la moyenne au kilomètre d'un marathonien de quelqu'un qui fait un 5 km. Enfin, c'est pas la même chose. Ça. Mais chacun peut être le premier dans sa catégorie. Donc, franchement, prenez le temps de... Enfin, c'est pas grave de faire pas beaucoup de vues. C'est des vues qui seront potentiellement très quali. Si un mec qui paye parce qu'il dit bah, tiens... parfait, c'est exactement ce que je cherchais comme type d'avocat et que vous faites une levée de fonds avec lui, à mon avis, c'est plus rémunérateur que 20 licenciements. Donc, j'en sais rien, mais dans l'idée, je pense qu'on n'est pas loin dans les chiffres. Donc, tester. Après, il y a le volet un peu recrutement. Rapidement, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que là, pareil, gratuit, on peut poster son offre gratuitement, si je ne me trompe pas. La première annonce est gratuite. La première annonce est gratuite. C'est nous tester. On a une population, alors c'est le cas des avocats et des juristes qui nous connaissent depuis longtemps, bonne notoriété. La plupart des directeurs juridiques, aujourd'hui, ils ont fait leurs premières offres de stage ou répondu il y a 15 ou 20 ans, donc ça, bon, on est connu là-dessus. Par contre, pour tout ce qui est les annonces d'emploi, par exemple, qui viennent des ressources humaines, on est moins connus parce qu'ils sont pas par niche, mais ils s'adressent à tous les métiers de l'entreprise. Donc, on dit toujours, les offres de stage sont toujours gratuites parce que pour nous, c'est presque une mission de service public de faciliter la relation porte d'entrée, mais aussi, les stagiaires, ils ont parfois du mal à trouver des stages, donc il faut fluidifier tout ça. Et puis, la première annonce d'emploi chez nous est toujours gratuite parce que le mieux pour vérifier si un service est bon, c'est de le tester. Sur un modèle comme ça de web, on peut le faire. Sur d'autres modèles, une voiture, c'est difficile de dire on a la première gratuite, mais là-dessus c'est possible. Juste le lien entre le recrutement et ce qu'on disait juste avant, on publie pour avoir des clients sur le village de la justice, mais pas que.
Je le disais bien tout à l'heure, on publie pour se faire une marque aussi, une image Ouais, d'expert. bien sûr. Donc important pour le recrutement. Ouais, On a ouais. connu 2 années qui étaient compliquées pour les avocats et les juristes pour recruter. On a eu très peu de mobilité, à la fois nationale, mais aussi entre les entreprises. Les gens sont peu sortis des entreprises, ont temporisé les candidats. Et finalement, quand ils se décident d'aller quelque part, aujourd'hui, les gens ils cherchent à savoir vraiment chez qui ils vont. Et eux aussi. Regarde, ok, moi je suis spécialisé en M&A, je regarde un petit peu. Les gens que je lis d'habitude dans l'actualité, c'est tel et tel cabinet. Donc si je réponds à une annonce chez eux, je sais déjà depuis 2 ans qu'ils sont experts. Donc j'irai plus facilement chez eux. Ouais. Voilà. Donc c'est Ouais, aussi vrai. important de publier pour ça, pour c'est la marque employeur. Ouais, c'est de la marque employeur, c'est clair. Et justement, moi j'ai remarqué un truc, c'est que les offres d'emploi, donc ils peuvent poster ce qu'ils veulent, mais franchement ils font pas d'efforts. Est-ce que tu as remarqué que ceux qui prenaient le temps, alors dans mes souvenirs on peut mettre un peu de HTML, etc. Enfin, Ouais, il y a la ouais. possibilité de rendre le truc un peu cool. Oui. Je sais pas si ça vaut le coup en soi, mais moi je me suis dit, mais prenez le pli. Alors vous pouvez même le faire si vous savez pas coder avec ChatGPT et dire rends-moi cette offre beaucoup plus sympathique. Tout à fait. Est-ce que déjà du coup petite question avant de parler de rendre ces offres un peu jolies, est-ce que tu sens que le marché repart en termes de recrutement? Alors, Parce que vous, du coup, vous avez une vraie le vision marché là-dessus. d'emploi, c'est toujours 2 sinusoïdes, celle de l'offre d'emploi, sauf celle l'offre et des de la offres demande. et celle de la demande. Voilà, exactement. L'offre a été assez élevée depuis 2 ans. Peu de mobilité, je le disais, donc peu de candidats. Donc, insatisfaction globale, mais c'est pas que dans le domaine du droit. Beaucoup de secteurs, on l'a tous entendu, les difficultés collaborateurs de mise avaient en la- relation. enfin, Là, on est en train de s'inverser, c'est-à-dire que les candidats reviennent, mais est-ce que parce que ça a duré longtemps pour qu'ils reviennent et est-ce que parce que la situation est un peu incertaine ou parce que du coup il y a des doutes, les offres d'emploi se sont un peu tassées sur les derniers mois. Bon, ça repart un peu, mais enfin on n'est pas dans l'euphorie de post-Covid où pour le coup on était parti. Putain, c'est génial, toi. Ça donne quand même vachement de clés sur comment va le marché. Hein. C'est génial d'avoir ces chiffres-là. Donc on a vraiment, nous on publie ces chiffres-là d'ailleurs régulièrement, ces stades d'évolution. Alors il y a évidemment les nuances temporelles, c'est-à-dire qu'évidemment en août il y a peu d'offres d'emploi. Voilà, il y a toujours ce côté saisonnier dans l'année. Mais par contre au-delà de ça, là on est plutôt sur une pente plate. Ouais, on est sur un palier où il y a les offres d'emploi stagnent depuis un petit moment. Les candidats reviennent, mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand il y a beaucoup d'offres, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de candidatures par annonce. On envoie 10 candidatures en général, ça suffit. Quand il y a très peu d'offres, on est 60 dessus. Donc là, les offres stagnent, les candidats sont en train de remonter parce que finalement, peut-être qu'ils ne trouvent plus les opportunités. Il y a encore 1 an, un candidat qui avait un bon profil pouvait trouver le boulot qu'il voulait, où il voulait, quand il voulait, quasiment au salaire où il voulait, en tout cas toujours plus que ce qu'on lui proposait. C'est de moins en moins le cas, voire plus du tout le cas. Donc voilà, mais c'est la loi du marché de l'emploi, ça a toujours été comme ça. Avant même le web, c'était déjà des sinusoïdes. C'est super intéressant. Et du coup, comment tu construis? Parce que franchement, tu vois, j'en ai parlé avec... j'avais un avocat, un ami qui avait lancé ses offres d'emploi et qui avait rien eu. Et il m'a montré son truc. J'ai fait, mais tu m'étonnes qu'il n'y a rien. On comprend rien à ce que tu fais. Il n'avait pas dit qui c'était. Enfin bref, c'était, on n'avait pas envie de cliquer. Et donc je lui ai dit, mais rends ça sexy. J'ai vu qu'on pouvait mettre de l'HTML, donc je lui ai dit tiens, tu peux rendre des choses en gras, et tu peux rendre le truc vraiment beaucoup plus bien différent de ce qu'il y a à côté. Est-ce que tu as remarqué qu'il y en a qui s'y prennent bien au jeu et justement qui rendent le truc un peu plus sexy? Pas assez bien. Alors, pour rendre plus sexy, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect graphique, comme tu dis, ça c'est de la lisibilité, c'est de base. Alors notamment, je te parle pas de ce qu'on propose effectivement. Oui. Donc, mais déjà par exemple, peu d'avocats et de recruteurs pensent que la moitié de l'audience, voire plus, sur les annonces d'emploi est lue sur mobile. Donc les phrases à rallonge qui finissent jamais sur un mobile, où on n'a pas encore le point avant d'avoir défilé, ça passe mal. Là, il y a cette voilà, c'est pas encore un domaine où les avocats notamment, les juristes un peu plus, mais enfin bon, c'est pas encore très optimum, on va dire, comme rédaction. Et effectivement, on peut améliorer par tout simplement de la lisibilité. Effectivement, l'IA peut aider, mais aussi le raisonnement des catégories, qui on est, ce qu'on propose, nos atouts, nos différences, nos spécialités, voilà, des choses comme ça. On a encore trop d'annonces, mais ça aussi, comme pour les articles, on va vers les recruteurs en disant complétez. Je recrute un stagiaire en droit des sociétés à partir de juillet 2025. Point. Comment veux-tu? Donc c'est pas facile, ça date d'une époque où il y avait franchement, tellement... ça en dit beaucoup sur comment ça va se passer derrière, je trouve. Enfin franchement, ça fait peur. Hein. Alors là, je fais présomption d'innocence pour eux, mais par contre, c'est vrai que du coup, ils n'ont pas de candidature, peu de candidatures, parce qu'on n'a pas envie, surtout que les jeunes générations ont quand même envie de se dire... Comme tu dis, offre et demande, il faut que tu aies quelque chose à offrir sur la table, sinon personne ne va venir te chercher. Quoi. Voilà, donc ça c'est la forme. Après, il y a le fond aussi.
évidemment qu'il faut aborder des sujets qu'on n'abordait pas il y a 5 ans, c'est-à-dire est-ce que j'ai une offre de télétravail, est-ce que j'ai comment je vais faire coïncider, aider à coïncider, est-ce que je vais montrer que les annonces qui finissent par énorme disponibilité exigée, oula, warning. Ah ouais, flippant, voilà, donc la conciliation vie privée. N'ayez pas peur de bosser la nuit. Ah putain. C'est ça, il y a quand même des mots qui font warning dans les candidats. Donc ça, sur le fond, l'organisation qui en est, et puis effectivement la marque employeur, savoir expliquer pourquoi on va finalement. Mais c'est un recruteur aujourd'hui, il doit vendre quoi au candidat, le fait que ça va lui servir, alors que ça va être sympa de travailler avec eux, mais aussi que ça va lui servir dans sa carrière. Le candidat, il sait qu'il va pas être là 20 ans, sauf associé, ça peut arriver, etc. Ça fait très cher à canon sinon, quoi. Voilà, l'idée c'est de dire, ça va être une bonne ligne en substance. Le message, le candidat doit se dire, ça va être une bonne ligne sur mon CV, d'aller travailler là, ça va enrichir mon CV. C'est pas mercantile, ça va enrichir mon CV. Je vais apprendre quelque chose, je vais avoir des équipes qui vont m'apprendre quelque chose, et donc je serai grandi pour mon emploi d'après, ou tout simplement pour mon intérêt de bosser au quotidien. Ouais, mais c'est clair. Donc ça, c'est pas encore, ça, il y a un vrai rôle. Alors là, les cabinets de recrutement qui sont aussi nos clients parce qu'ils publient chez nous, c'est vraiment leur rôle d'aider les recruteurs à avancer là-dessus. On a beaucoup de gens qui passent en direct et là-dessus, il y a beaucoup de recruteurs qui passent en direct et là-dessus, il y a une vraie prise de conscience à faire sur améliorer les annonces sur le fond et la forme. Ça avance, on reçoit de temps en temps des annonces qui sont legal design, ça c'est rare, mais ça arrive. Okay. On arrive à avoir des gens... Alors par exemple, quelque chose qu'on a voulu mettre en place il y a quelques années, c'était sans doute trop tôt et qui n'a pas marché, mais qu'on va relancer parce qu'on le relancera régulièrement, c'est le sujet de se présenter en vidéo. C'est un recruteur comme un candidat peut tout à fait faire un petit pitch de 3 minutes. C'est différenciant. Un jour, ça il faut l'intégrer en plus oui. dans l'offre. Ouais, tout à fait. Alors, ça demande du temps, parce qu'il faut qu'ils fassent une petite vidéo. Donc, ça leur demande un peu plus de temps que d'écrire un texte. Et encore que. Bon. Mais si on est accompagné par quelqu'un dont c'est le métier, et si on a un petit peu d'aisance... une webcam correcte. Il ne faut pas être gêné, c'est clair. Voilà. Non, mais ça fait partie des choses qui peuvent être différenciantes. Le contenu, la forme, le legal design, pourquoi pas de la vidéo. Tu appelles ça du legal design dans ce cas-là? C'est plus du design tout court. Alors, ça peut aller, oui. C'est pas, legal design, c'est un peu exagéré, ça peut être du design. C'est plus du graphique. Mais faire un truc sympa, quoi. Mais ça, franchement, c'est dingue. Mais bon, ça n'empêche pas d'être transparent, en fait. On peut dire, vous allez bosser, mais vous allez apprendre. Enfin, voilà, s'il y a un truc, une demande, il faut que derrière, il y ait quelque chose qui tombe. Parce que sinon, il y a encore trop pas être étonné, t'es réfugié, bosser comme des dingues, mais en fait, c'est mort. Personne. Il y a encore trop de recruteurs qui pensent que travailler chez eux, c'est une chance, point barre, ça suffit. Alors, ça en est peut-être une. C'est sans doute, mais c'est une vision, t'as un travail déjà, tu sois content. Mais ça peut en être une, mais sauf que quand on ne vous connaît pas, c'est un peu juste comme argument. Ça fait un petit peu acheter ma boisson, elle est fraîche. Ok, trop bien. Et pour finir, mais l'idée, c'est pas d'y passer des heures. Vous faites des super événements. On avait fait une vidéo sur les transfos du droit. Ça va reprendre. Tu as un événement en juin, tu m'as dit. Oui. Alors l'idée pour nous, c'est de toujours Transfo Droit, c'est notre gros congrès annuel. L'idée, c'est effectivement de grouper beaucoup de monde autour des sujets. Merci. Autour des sujets d'innovation, d'amener à réfléchir, de voir des démonstrations, de voir des solutions, de voir des experts des métiers. Bon, ça fait la 9e édition, donc c'est pas nouveau. Ça s'appelait avant la Legal Tech. Maintenant, on est sur la transformation parce que ça dépasse largement le sujet de la Legal Tech en intégrant notamment la coopération, le legal design, d'autres méthodes, etc., de nouveaux domaines d'activité. Donc ça, c'est le gros salon en novembre à Paris, comme chaque année. Et puis, c'est vrai qu'on essaye d'aller un peu en région aussi, parce que c'est pas toujours facile pour un avocat ou un juriste de se déplacer à un congrès à Paris. Donc on a fait l'année dernière par exemple une extension du village Legal Tech à Montpellier. On va faire cette année avec l'EDEC, on est partenaire pour lancer une journée sur les legal performers. Donc l'idée, c'est les juristes qui vont entraîner l'innovation dans leur structure, cabinet avocat ou direction juridique, comment on monte en compétences, comment on apprend ce sujet de transformateur, c'est-à-dire que jusqu'à présent il y avait un peu l'idée de je vais apprendre les technos, le management, le marketing pour faire évoluer mon activité. Là on va aller chercher les gens qui vont être les leaders dans leur groupe de travail, parce qu'en fait c'est compliqué de dire à tout le monde formez-vous tous à la transformation et l'innovation. Oui, dans une équipe de 15, c'est peut-être pas mal qu'il y ait un Legal Ops ou un Legal Transformers qui soit capable d'emmener son équipe et dont c'est le boulot. Donc voilà, c'est l'idée de faire un congrès, une journée de réflexion à Lille sur ces sujets-là. Trop bien. Et l'année prochaine, 10 ans du coup? Oui, on va déjà faire un 9e. Ah, c'est 9e C'est la 9e cette année en 2025. Okay. Ouais, alors dans 2 ans, il ne faut surtout pas louper, quoi. Ça va être. Eh ben oui, après c'est l'actualité qui nous dira. On est sur un sujet qui est vraiment clé à ne pas rater, mais je pense que les métiers du droit
notamment on le voit au barreau de Paris, ne le rateront pas, c'est-à-dire le sujet de l'IA évidemment. Il y a eu la première phase de dire ok, ça va être un concurrent, pas un concurrent, ça va nous faire disparaître. Bon, ok, là maintenant je pense que tout le monde s'en saisit. Ces briques d'IA sont intégrées dans tous les logiciels, ça diffuse un petit peu partout, du logiciel de gestion au logiciel de CRM, au logiciel d'écriture, à plein de choses. Voilà, on est en train de, c'est une période assez passionnante. Avec plein de questions, déontologie, concurrence, bon usage, différenciation, enfin il y a beaucoup de sujets, les données, il y a énormément de choses. Donc du coup c'est intéressant d'y réfléchir et de voir les premiers exposants chez nous qui faisaient de l'IA, c'était il y a 2 ans, ils l'annonçaient, ils disaient voilà ce qu'on va faire, etc. L'année dernière ils le montraient, là maintenant on est en phase où concrètement pratiquement toutes les offres du marché ont de l'IA et disent à quoi ça sert et pourquoi c'est utile, comment ça améliore, ça enrichit. Moi, j'ai hâte un peu qu'on passe mais je te l'avais dit à la fin du congrès, qu'on passe plus à regarder notre IA, mais du concret en fait où c'est pas, on s'en fout que ce soit de l'IA ou que ce soit pas de l'IA. C'est juste regarder comme ce qu'on a fait, c'est puissant et qu'on arrête d'être dans c'est le petit truc marketing. Mais je pense que ça va. Les gens se lassent et maintenant ils veulent tu vois, il y a des outils IA, ils n'ont aucun intérêt et il y en a d'autres, ils sont sous-exploités. Donc j'ai hâte de voir un peu. C'est bien, ça laisse un peu de temps quand même à pas mal de fignoler le truc pour que ça devienne. Je pense que comme l'appréhension, l'appréhension, je vais reprendre ce mot des métiers du droit, a finalement été plutôt bonne. Parce qu'il y a des sujets comme la Legal Tech, ça a mis, les technologies, ça a mis 4, 5, 6 ans avant qu'on commence à arrêter de parler des pirates du droit, etc. Là, en 1 an, il y a une vraie évolution. En 2 ans, elle est gigantesque. On est déjà en train de parler d'étape d'après, qui est l'automatisation. C'est-à-dire qu'on s'en fiche que ce soit l'IA, mais comment l'IA nous sert à aller plus vite, non pas juste faire une traduction ou corriger mon texte, mais carrément modifier mes process. Là, on va rentrer dans un truc gigantesque et là, ça commence déjà cette année au salon avec déjà des premières offres, et ça va être les années à venir. Au-delà que ce soit l'IA, que ce soit du LLM, que ce soit, etc. C'est comment, en fait, d'un point A à un point C, je saute l'étape B. En fait, c'est la machine qui le fait pour tout ce que moi, je fais de tâches répétitives, faire plus vite, plus automatique, et se concentrer sur ce qui fait les valeurs ajoutées des métiers du droit. C'est effectivement pratiquer le droit, la réflexion, l'analyse, la stratégie, être malin, être plus malin que son confrère, etc. Et le côté humain, passer du temps avec ses clients, tout à fait. qui est le plus important aussi. Ok, trop bien. Qu'est-ce qu'on te souhaite ? Écoute, on a une chance fantastique chez nous au Village de la Justice, c'est qu'on vit un métier qui est numérique, qui est passionnant, qui est plein d'ambition, qui est plein de transformation et beaucoup d'envie. On a énormément d'envie chez nous. Donc nous, tant qu'il y a des innovations, tant qu'il y a des gens qui ont envie de créer quelque chose, que ce soit chez des prestataires, chez des avocats, voilà, nous on est là pour ça. Donc nous on est heureux d'accompagner tout le monde et on est déjà très heureux. Trop bien. Et que ça continue. Merci à toi Christophe. Merci à toi. Et puis à très vite. On va pas manquer de se revoir, je pense. Merci, à bientôt. À bientôt.